Louise de Mecklembourg-Strelitz, née le 10 mars 1776, au sein de la maison de Hanovre, demeure dans les annales de l'histoire européenne comme une figure de proue dont le destin tragique et la force de caractère ont transcendé les simples obligations de sa charge royale. Issue de l'union du duc Charles II et de Frédéric de Hesse-Darmstadt, elle reçut une éducation empreinte d'une relative liberté sous la tutelle bienveillante de sa grand-mère, la princesse George, à Darmstadt, loin de la rigidité protocolaire qui caractérisait alors les cours impériales les plus austères. Cette enfance, passée au contact de la nature, des lettres françaises et de la philosophie de Rousseau, forgea en elle une spontanéité, ainsi qu'une sincérité qui devait plus tard désarçonner la vieille noblesse prussienne, imbue de ses privilèges et de ses perruques poudrées. Elle était, dès sa jeunesse, une âme libre, capable de courir pieds nus dans les jardins de Darmstadt, au grand désespoir de sa gouvernante, mademoiselle von Wolzogen, qui peinait à lui faire garder ses souliers, révélant ainsi, déjà, un mépris certain pour les contraintes artificielles. Sa rencontre fortuite avec le prince héritier Frédéric Guillaume, à Francfort, en 1793, c'est là une union où l'affection véritable, née d'un véritable coup de foudre, l'emporta sur les calculs dynastiques habituels. Elle devint reine de Prusse en 1797 et s'attacha immédiatement à humaniser la monarchie, délaissant volontiers les fastes de Berlin pour la quiétude de sa demeure de Paretz, un manoir néoclassique conçu par David Gilly. Dans cette retraite bucolique, elle instaura un art de vivre fondé sur la simplicité, le confort du style biedermeillé et la proximité avec ses sujets. Elle n'hésitait pas à briser les barrières de l'étiquette par un tutoiement conjugal, scandaleux pour l'époque, et participait activement aux fêtes des moissons, dansant avec les paysans et offrant du pain et de la bière, ce qui consolida son immense popularité sous le titre de reine de cœur. Son style vestimentaire, marqué par les robes empire à taille haute et ses célèbres écharpes de gaze destinées à masquer un léger goitre, devint une référence de mode pour toutes les femmes du royaume. Cependant, cette existence paisible fut brutalement interrompue par l'ascension fulgurante de Napoléon Bonaparte, que Louise percevait avec une clairvoyance politique rare comme une menace existentielle, et presque mystique, pour l'identité germanique. Elle devint le chef de file du parti de la guerre, s'opposant aux ministres indécis comme Lombard ou Haugwitz, et n'hésita pas à apparaître en uniforme de colonel devant son régiment de dragons pour exalter le patriotisme de ses troupes. La débâcle d'Iéna et la fuite éperdue vers les confins orientaux du royaume, à Königsberg et Memel, mirent sa santé à rude épreuve. Malade de la typhoïde, elle dut traverser l'isthme de Courlande sous des tempêtes de neige, logeant dans des masures délabrées où la pluie coulait sur son lit, forgeant ainsi son image de martyr national, sacrifiée sur l'autel de l'ambition napoléonienne. L'entrevue mémorable de Tilsit, en juillet 1807, illustra son dévouement ultime. Elle affronta l'ogre corse dans un duel d'éloquence, parée de ses plus beaux atours, non pour séduire, mais pour imposer le respect. Elle tenta de négocier la forteresse de Magdebourg en échange d'une rose, mais Napoléon, bien que fasciné par son esprit et sa beauté, resta inflexible, confiant plus tard à Talleyrand qu'il avait dû se défendre contre cette femme